Et bienvenue à la conférence web sur le règlement général sur la protection des données, vu sous l'angle impact sur les process des DSI et RSSI. Alors j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Thierry Autrette. Bonjour. Bonjour, qui est délégué général du CESIN, le Club Sécurité Informatique et Numérique, et anciennement RSSI du groupement Carte Bancaire et adjoint au correspondant Informatique et Liberté, le CIL. Donc Thierry, on a commencé à travailler ensemble il y a 16 ans sur les problématiques d'infrastructures à clé publique, de signature électronique. On était en 2000 et ça a été pour moi le grand plaisir de découvrir ce que j'allais ensuite développer. C'est le travail en commun avec les experts techniques et l'alliage du juridique et de la technique qui donne plus de force aux solutions et plus d'innovation à la solution qui peut être proposée. Donc, pourquoi sommes-nous aujourd'hui ici? Pour parler du règlement général sur la protection des données et son impact sur les process DSI et RSSI. Le règlement va impliquer une révision des process pour tout traitement de données à caractère personnel et également, il instaure de nouvelles sanctions. Pour avoir en tête le calendrier et la ligne de temps afférente à ce règlement. Le règlement est entré en vigueur le 24 mai 2016, donc il nous reste moins de 2 ans pour se mettre en conformité et il sera d'application au 25 mai 2016. Et pourquoi tous ensemble on va s'y mettre dans cette mise en conformité au règlement ? Parce que d'une part, il y a des sanctions plus sévères que celles actuellement prévues par la loi Informatique et Liberté qui fête ses 40 ans. Loi Informatique et Liberté, sanction en cas de manquement de 150 000 € avec une possibilité d'être augmentée à 300 000 en cas de réitération du manquement. Alors que les règlements, on est sur une sanction pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel. À noter que le projet de loi Le Maire augmente déjà le quantum de la sanction envisageable à 1,5 million d'euros. Le premier pan de cette mise en conformité qui doit se faire, c'est donc la sanction. Le deuxième pan, c'est la confiance. On verra à la fin de ce webinaire qu'il y a une obligation de notification des failles. Donc le traitement de la donnée à caractère personnel va devoir se faire en conformité. On sait que le client, l'internaute est frileux quand il a connaissance de ce qui est fait avec ces données à caractère personnel. Et donc il va falloir instaurer un climat de confiance. La confiance se gagne aussi par le respect de la loi. Donc le règlement, c'est quoi? C'est une apparente simplification des formalités puisqu'on ne parle plus maintenant de formalités déclaratives auprès de l'autorité de contrôle, mais quand même une nécessité de tenir un registre des activités de traitement, ce que le correspondant Informatique et Liberté connaît déjà à ce jour puisqu'il tient le registre des traitements. Et des obligations renforcées. Des obligations renforcées, notamment l'obligation d'accountability, qui est vraiment la clé de voûte du règlement. L'accountability, c'est quoi? C'est l'obligation de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de démontrer, le mot est important, le respect des règles relatives à la protection des données. Il faut mettre en œuvre et il faut être capable de démontrer que l'on a mis en œuvre. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est la privacy by design et la privacy by default. Et enfin, l'obligation de sécurité renforcée. L'obligation de sécurité renforcée, Thierry, il y a un article dédié dans le règlement qui est l'article 32 qui pose l'obligation générale de sécurité. Effectivement, ce sont les obligations de sécurité que va devoir mettre en œuvre le responsable de traitement. Oui. Donc on est bien là à l'origine de la finalité du traitement pour le métier, pourquoi les données sont collectées. Et donc à ce titre-là, il y a quelques recommandations qui sont faites dans le règlement.
en particulier la pseudonymisation et le chiffrement. Alors la pseudonymisation, il s'agit en l'occurrence de faire en sorte que les données ne soient pas directement accessibles, mais le soient par l'intermédiaire d'autres données qui seront stockées à part, et le texte le précise bien. Le chiffrement, ce sont des techniques que les RSSI connaissent très bien, puisqu'on l'utilise déjà beaucoup. Ensuite, on va parler de la capacité de rendre disponibles et résilients les traitements. Il s'agit bien de faire en sorte que les traitements soient disponibles lorsqu'on en a besoin. Et là-dessus, on va retrouver un petit peu le rôle que joue le RPCA, donc le responsable des plans de continuité d'activité, dont le rôle est de faire en sorte que, malgré un certain nombre d'atteintes au système, on puisse rétablir les traitements. Et à côté des traitements, il s'agit aussi d'avoir la disponibilité des données qui vont devoir être utilisées pour rendre les process. Dernier point qui est aussi dans le travail habituel du RSSI, c'est les tests et évaluations du SI, puisque ça fait partie des choses que font régulièrement les RSSI. Exactement. De faire tester la fiabilité de leur système. Tout à fait. Et dans ce cadre, une obligation prévue à l'article 35 du règlement qui est l'analyse d'impact. Un point important dont l'attention doit être attirée, c'est que l'analyse d'impact relève de la responsabilité du responsable du traitement. Ce n'est pas strictement votre responsabilité, vous, RSSI, DSI, de procéder à cette analyse d'impact. Votre responsabilité va plus être sur l'analyse de risque, dont Thierry va nous parler. Mais les deux sont tellement proches et imbriqués qu'il est intéressant de faire un point sur l'analyse d'impact qui, une fois encore, je le répète, incombe au responsable du traitement. L'analyse d'impact, c'est quoi? C'est analyser l'impact des nouvelles technologies sur la vie privée. L'analyse va contenir au moins une description des opérations de traitement, ses finalités et les intérêts légitimes s'ils existent, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations. La proportionnalité était déjà un point fort de la loi de 78 et c'est maintenu. Quand on fait un traitement, quand on met en œuvre un traitement, on ne le fait que pour ce qui est nécessaire par rapport à la finalité du traitement. Et cela, ça va avoir des impacts sur beaucoup de pans, sur le nombre de collectes collectées, sur la durée pour laquelle les données sont collectées. Donc, comme je disais, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations, une évaluation des risques pour les droits des individus, là c'est vraiment l'impact du traitement sur les droits des personnes privées et les mesures, enfin des personnes physiques, et les mesures et mécanismes envisagés pour faire face aux risques et prouver la conformité au règlement. Ça c'est très important. Donc, cette analyse d'impact va être obligatoire dans trois hypothèses. S'il y a une évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels, évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels. On peut parler par exemple du scoring. Exactement. Que font des sociétés pour évaluer la capacité des personnes à rembourser ou à être assurées. Exactement. Donc s'il y a un scoring qui est envisagé, nécessairement une analyse d'impact devrait être réalisée en amont, avant, pas après. Du traitement à grande échelle des données sensibles ou encore de la surveillance systématique à grande échelle de données dans une zone accessible au public. Cette analyse d'impact peut être déterminante aussi. On parle beaucoup actuellement de données de santé, mais également et surtout, je dirais, de données de bien-être, notamment collectées via des objets connectés. Sur les objets connectés et l'utilisation, l'exploitation des données qui va être faite nécessitera, je dirais à 99%, la mise en œuvre d'une analyse d'impact. Parce que mon sentiment, c'est qu'on sera nécessairement sur des données sensibles.
Ensuite, sur cette analyse d'impact va intervenir l'analyse de risque. L'analyse de risque, oui, tout à fait, qui doit intégrer la notion de proportionnalité, comme tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va essayer d'introduire en amont la protection des données que l'on va recueillir. Donc on appelle ça le privacy by design. Et en cela, on rejoint ce qui est prôné par des textes comme la loi de programmation militaire pour les opérateurs d'importance vitale, par exemple. C'est le fait de construire la sécurité avec l'application et non pas être obligé d'interdire en tant qu'RSSI, ce qui nous arrive parfois, de dire non, cette application ne pourra pas être mise en œuvre parce qu'elle ne respecte pas les règles de sécurité. Donc là, il y a un grand travail en amont, by design, c'est-à-dire par conception, faire en sorte que la sécurité des données soit construite en même temps que l'application. Et le deuxième point, c'est le privacy by default, où là aussi, on pourra concevoir qu'il faut minimiser les données qui vont être collectées pour ne pas avoir à avoir des problématiques comme on a pu le rencontrer par le passé. Moi, j'ai pu rencontrer des fichiers dans lesquels il y avait des informations et on me disait pourquoi a-t-on mis ces informations? On ne sait jamais, on pourrait en avoir besoin plus tard. Et là, on arrive à des défauts graves, puisque si on a plusieurs fois l'information à plusieurs endroits, la modification de certaines données ne va pas être propagée aux autres endroits. Donc on arrivera à des incohérences. Oui. Et des choses qui sont arrivées également, comme ce que l'on appelle les zones de libre commentaire, dans lesquelles des sociétés se sont fait montrer du doigt parce qu'il y avait des commentaires parfois litigieux du genre celui-là il n'a pas inventé l'eau chaude, voilà des choses qui sont très, très dangereuses a posteriori. Exactement. Et dans le cadre de ce schéma, je dirais analyse d'impact, analyse de risque, privacy by default, privacy by design, c'est important d'avoir la ligne de temps du process de traitement. La ligne du temps commence au recueil des données et nécessairement il y aura des dispositions du règlement à appliquer, je dirais, à cette ligne du temps. Recueil des données, information de la personne auprès de laquelle on recueille les données, consentement s'il y a lieu, traçabilité du consentement, information dans les applications. On sait que la mention d'information va être un peu plus dense que celle que nous connaissons actuellement. De façon très simple, il va falloir prévoir un petit peu plus d'espace dans les applications pour intégrer cette mention d'information plus longue. Idem, recueil du consentement qui va devoir être tracé. Vous allez devoir être en mesure d'établir quand, comment le recueil du consentement s'est réalisé. Traitement des données, c'est ce que disait très bien Thierry. Dans le traitement des données, les mesures de sécurité propres à protéger en intégrité, notamment les données, vont devoir être mises en œuvre. Et par ailleurs, les traitements des données doivent être faits que pour ce qui est proportionnel par rapport à la finalité pour laquelle on collecte la donnée. Enfin, effacement au terme du traitement. On ne conserve pas la donnée au cas où on en ait besoin. Il y a une donnée de conservation qui est en harmonie proportionnelle à la finalité pour laquelle on a collecté la donnée. On pourrait imaginer qu'on peut conserver la donnée sans limitation de temps, mais pour autant que ça soit justifié par rapport à la finalité du traitement. Donc, timeline très importante, recueil des données, traitement des données, effacement au terme du traitement. Notamment pour revenir sur si on est dans une hypothèse d'un traitement qui nécessite le consentement express, on aura typiquement la case à cocher j'accepte que ma donnée soit collectée, que mes données soient collectées. Et on devra être en mesure de prouver le consentement et d'en garder la trace. Et à ce titre-là, on pourra utiliser des techniques, comme on l'a vu par le passé, quand on a commencé à travailler ensemble, sur les notions de signature électronique, au redatage, pour pouvoir prouver que la personne a bien donné son consentement à un moment donné et qu'on puisse le tracer dans le temps.
Exactement, exactement. Donc comme quoi, toute expérience se justifie. Mais est-ce que le fait de refuser va entraîner une conséquence? C'est-à-dire, si je refuse, je n'ai plus accès à l'application. Alors ça, c'est un point important, c'est que tu peux refuser que tes données soient collectées et ça te bloquera l'accès à l'application que pour autant qu'elles sont strictement nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'application. Si ce n'est pas le cas, ton refus ne doit pas entraîner le non-accès. Donc évidemment, et ça rejoint un peu la limitation des données, on arrive aux droits des personnes. Le règlement reprend des droits des personnes connus et qu'on va qualifier de classiques, qui sont le droit d'accès aux données, le droit de rectification, on peut modifier des données, les données ne sont pas figées à partir du moment où elles ont été recueillies, le droit d'opposition et le droit d'effacement. Mais alors, ça, c'est ce qu'on avait déjà dans la loi de 78. Absolument, absolument. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors avec Donc, ce le règlement? nouveau qui est apporté par le règlement, c'est la limitation. Tu peux limiter les données auxquelles tu donnes l'accès et la portabilité. Deux nouvelles notions, limitation et portabilité. Donc, c'est un point pour presque conclure, sur lequel nous attirerions votre attention, c'est que le règlement, il va falloir vraiment le respecter parce que dans certains cas prévus par les textes, par le texte, il va y avoir une obligation de notifier. Oui, en effet, lorsqu'il y a violation, donc les systèmes sont normalement bien protégés, mais par un hacker peut malgré tout avoir accès à l'information et externaliser les données. Et dans ces cas-là, on parlera de violation du système d'information. Et le texte précise bien que dans ces cas-là, le responsable de traitement doit notifier dans les 72 heures l'autorité de contrôle, par exemple la CNIL en France. Tout à fait. Comme quoi il y a eu une atteinte au système d'information sur des données personnelles. Et de plus, si cette atteinte met en péril potentiellement, on va parler de la vie des gens, mais disons à un risque fort sur le droit des personnes, il y a obligation de notifier individuellement aux personnes dont les données ont été externalisées. Alors là aussi, il y a un certain nombre de points qui pourront être débattus à l'avenir, avec la CNIL en particulier. C'est dans l'article 34, il y a un alinéa qui minimise le fait qu'on soit obligé de communiquer aux personnes. Par exemple, si la violation des données s'est fait sur des données qui étaient chiffrées, ou pseudonymisées, en effet, il n'y a pas de risque pour les personnes puisque les données ne sont pas directement accessibles. En revanche, l'alinéa B là, sur la responsabilité du traitement, le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour le droit et la liberté des personnes n'est plus susceptible de se matérialiser. Là, on a quand même une réflexion qui mérite d'être approfondie, puisque est-ce que cela veut dire que si on a pris des mesures a posteriori sur une fuite de données, on n'est pas obligé de notifier aux personnes? Là, il y a un réel débat qui doit être instauré. Exactement. Et le G29, qui est le groupe réunissant les 29 autorités de contrôle pour la France, il s'agit de la CNIL, travaille sur le règlement comme nous tous et va produire des avis. Les avis du G29 sont généralement très documentés et bien formalisés et c'est toujours intéressant de mettre en perspective une position, qu'elle soit technique ou juridique, au regard et à la lumière des conclusions du G29. Donc il est évident que le G29 va prendre position sur l'information, sur le consentement et très certainement sur les notifications. Ensuite, coopération voilà. des acteurs.
Exactement. On arrive à notre point sur lequel Thierry et moi souhaitions le point à mettre en relief et insister, c'est le besoin de collaboration pour ce règlement. Il y a un premier niveau de collaboration qui est technico-juridique, donc DSI, RSSI et juriste, parce que le DSI ou vous, RSSI, allez procéder aux analyses de risque, allez mettre en place des mesures techniques, organisationnelles et automatisées, et allez procéder aux audits sur la sécurité du système. Et le juriste, que va-t-il faire? Il va procéder à l'analyse d'impact sur le traitement, il va mettre en place des chartes informatiques, des codes de bonne conduite, des chartes applicables au SI. Et là, c'est un point sur lequel qui est tiré de ma pratique et qui me semble important. Pourquoi vous êtes impacté, vous, RSSI et DSI? Parce que généralement, vous allez signer des délégations de pouvoir qui descendent de la délégation générale. Et dans les délégations de pouvoir que j'ai pu voir, eh bien, la conformité, à l'époque c'était la loi informatique et liberté, la conformité à la réglementation applicable aux données à caractère personnel, je l'ai souvent vue comme étant de la responsabilité du DSI. Et ce qui veut bien dire que vous devez, quelque part, vous prenez l'engagement de maîtriser cette réglementation. D'où ce nécessaire travail en collaboration, parce que cela peut relever de votre responsabilité. Donc tout ce travail de charte et tout ce travail d'organisation interne. Et enfin, le juriste procède également aux analyses sur la licéité des traitements. Voilà. Donc ça, c'est micro, mais on peut le voir aussi au niveau macro. Je crois qu'on le verra aussi au travers de l'échange qui va être absolument nécessaire entre les différents acteurs. Et je pense que ce règlement va être un catalyseur pour l'échange d'informations entre les différents acteurs de l'entreprise qui traitent des données. On peut parler pour les sociétés qui sont le plus matures du du CDO, c'est-à-dire du Chief Data Officer. Digital, oui. Exactement. Ah, oui, effectivement, Chief Digital Officer, c'est le responsable de la transformation numérique de l'entreprise. Exactement. C'est celui qui va vraiment porter la valeur de l'information. Et donc le DPO, le futur DPO, va devoir discuter avec les différents acteurs. On a parlé donc des DSI, RSSI. Et on a évoqué le RPCA, le responsable des plans de continuité d'activité, et bien entendu avec le marketing, puisque si on veut faire de la privacy by design, il faut sensibiliser les inventeurs de nouveaux produits pour l'entreprise au fait que ces données qu'ils vont recueillir doivent être protégées. Donc il y a vraiment une symbiose entre tous ces acteurs pour qu'ils traitent de la donnée de la meilleure façon possible. Exactement. Nous arrivons au terme de ce séminaire. C'était intéressant. Nous allons continuer à avoir une périodicité régulière sur le règlement et d'autres thèmes. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour parler sous-traitance et règlement sur les données. On a peut-être des questions qui ont été posées. Benjamin me dit qu'il y a une question sur qu'est-ce que la portabilité. Donc vous ne voyez pas Benjamin, mais nous le voyons. Donc la portabilité, c'est ce que l'on connaît au niveau des opérateurs télécoms qui assurent, lorsqu'on change d'opérateur, la portabilité de notre numéro de téléphone. Nous conservons le même numéro de téléphone. Bien sûr, les données, ça va être la même chose. Un responsable de traitement va devoir permettre le transfert des données qu'il traite vers un nouveau responsable de traitement. Je discutais avec une personne en matière d'assurance qui me disait qu'il voyait tout à fait l'application du principe de portabilité à son métier. C'est-à-dire que pour les assurances complémentaires, par exemple, non pas en régime obligatoire mais en régime complémentaire, l'assureur dont le dossier est transféré à la demande de l'assuré qui souhaite changer d'assureur tout simplement, eh bien l'assureur initial va devoir transmettre
les données concernant l'assuré. Donc il y a un véritable avantage pour le nouvel assureur qui va être en charge de la relation. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de saisie manuelle que nous connaissons actuellement. Ça va être certainement plus compliqué à mettre en œuvre pour celui qui va avoir l'obligation de porter la donnée. Et ça, on en reparlera et pourquoi pas faire un séminaire web sur ce sujet. Voilà. Une autre question, me dit Benjamin, sur le traitement à grande échelle des données. Alors c'est vrai que ça, le traitement à grande échelle des données, ça va être un sujet. On peut imaginer que lorsqu'il y a une surveillance... Dans les aéroports, par exemple, pour la reconnaissance faciale. Exactement, il y aura là c'est sur l'analyse d'impact, exactement, et il y aura... Ou dès que, on avait déjà évoqué le scoring, dès qu'il y aura un scoring qui porte sur des milliers de données par exemple, on peut imaginer qu'on sera sur un traitement à grande échelle. Voilà. Et dernière question, oui, sur le DPO. Est-ce que le DPO est-ce que les CIL auront vocation à être nécessairement DPO? Le règlement stricto sensu ne le prévoit pas, mais il y avait une intervention très intéressante du secrétaire général de la CNIL, Jeffrey Edwards, qui mentionnait que bien évidemment, le correspondant informatique et liberté a vocation à devenir DPO. Et ce, surtout que dans certains cas, maintenant, le DPO va devenir obligatoire et c'est là qu'on rencontre ce traitement à grande échelle de données à caractère personnel. Mais là encore, nous pourrons faire un webinaire spécifique sur les fonctions du DPO quand devons-nous nommer, désigner obligatoirement un DPO. Voilà, donc je vous souhaite de très bonnes vacances, à toi aussi Thierry, Merci très bonnes beaucoup. vacances et on se retrouve en septembre en pleine forme, bronzée, pour un nouveau webinaire. Au revoir.